Donc je vais vous présenter les scénarios. Je reviens au schéma qu'a présenté Mélanie donc, pour insister sur le fait qu'il y a eu d'abord une analyse rétrospective et une analyse des tendances en cours qui nous ont permis de formuler des hypothèses sur les variables. À partir de ces hypothèses sur les variables, on a pu formuler faire des combinaisons pour faire des hypothèses d'évolution plus larges sur les 7 composantes, et ce qui nous a permis de remplir ce qu'on appelle un tableau morphologique. Donc là, vous avez le tableau morphologique vide. Je voudrais aussi préciser qu'en fait, il n'y a pas d'ordre particulier, donc il n'y a pas de hiérarchie. Une case n'est pas forcément plus importante que l'autre ou ne vient pas avant une autre, ni les lignes. Donc ce travail a permis de remplir le tableau avec les hypothèses d'évolution que vous voyez là. Alors il y en a un peu trop pour toutes les présenter. Je vais m'y référer directement un petit peu en vous montrant les scénarios. Et en particulier, je vais me référer beaucoup à la première ligne d'en haut, parce que c'est un peu le hasard des choses, je pense que c'est le hasard. Ces hypothèses d'évolution, finalement, ou certains éléments de ces hypothèses d'évolution ont été moteurs dans nos scénarios, ont été le point de départ de nos scénarios. Et puis un rappel que pour ce qui concerne les composantes pratiques de recherche et pratiques d'enseignement et de formation, on a des hypothèses d'évolution qui ont été formulées, et donc vous en voyez 6, 3 dans chaque, et Olivier Mora, donc tout à l'heure, après la discussion, fera un zoom là-dessus pour parler des enjeux qui concernent l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, je plonge dans les scénarios, donc, avec le premier scénario qui s'intitule « L'ESR au pied des géants du numérique ». Donc, on a commencé celui-ci par réfléchir donc, cette première case ici, à réfléchir à la situation économique et politique du numérique au niveau mondial. C'est quelque chose que, je crois que c'est Philippe Mauguin a déjà lancé ce scénario tout à l'heure dans les quelques minutes qu'il avait. Donc, et cette hypothèse d'évolution, donc on l'a appelée le plan GAFAM et la délégation de services publics. Alors, les autres hypothèses d'évolution, je vous les décris pas plus ici, mais je vous fais un genre de récit du scénario basé sur ce contexte-là. Donc un contexte où on est dans un libéralisme économique et où les États, et en particulier, alors on est en particulier sur la France et l'État français, délègue une partie de ses services au public, ce qui permet à ces grands acteurs économiques du numérique d'investir, de s'investir dans la recherche et l'enseignement supérieur et de devenir des acteurs majeurs finalement de la recherche et de l'enseignement supérieur. Dans ce scénario, les enseignants et les chercheurs fonctionnent comme des auto-entrepreneurs ou bien sont des salariés de petites entreprises, mais ils fonctionnent projet par projet et ils doivent obtenir des financements pour assurer leur travail. Ils sont évalués par un système de scoring multifactoriel dans lequel intervient l'intelligence artificielle. Ce système va les évaluer par rapport, par exemple, au financement qu'ils arrivent à capter, par rapport à leur réussite au niveau de la publication, mais ce système peut aussi incorporer des critères éthiques pour les évaluer. On m'a enlevé mon ordinateur, parce que j'avais quelques notes dessus en fait.
Oui, l'autre point en fait, c'était que cette évaluation, elle concerne aussi les connaissances, donc les publications. Et là aussi intervient une intelligence artificielle. Donc Mélanie l'avait évoqué, mais dans ce scénario, c'est complètement l'intelligence artificielle qui se charge de l'évaluation des connaissances. Dans ce scénario, les plateformes ont un rôle très important. Toutes les activités d'enseignement et de recherche passent par des plateformes. Ces plateformes sont la propriété de ces grands acteurs du numérique, puisque c'est eux qui ont le plus de moyens et offrent les meilleurs services de toute façon. Donc pour vous décrire un peu la situation avec ces plateformes, un chercheur pour identifier un appel à projet, il doit passer par une plateforme. Pour monter un collectif, il doit passer par une plateforme qui va lui donner les collaborateurs et former le collectif qui aura la plus grande probabilité d'emporter l'appel d'offres. Et puis, une fois que les projets sont en cours, donc pour toutes les activités de recherche, le calcul, le stockage, la production de données, on doit aussi passer par des plateformes. Donc là, ce serait plutôt des plateformes de prestation de services, alors que les autres qui font plutôt de la mise en relation sont des plateformes collaboratives. Ces services, ces plateformes peuvent être payantes, mais en tout cas, donc les propriétaires de ces plateformes peuvent utiliser les données personnelles, les données de recherche qui transitent par ces plateformes et les réutiliser notamment à des fins commerciales. Côté enseignement, on a 2 systèmes de formation supérieure. L'un est privé, donc et lui aussi est géré par ces géants du numérique, donc qui ont des moyens conséquents, et qui orientent les thématiques sur ce qui les intéresse, eux, en particulier, eux, dans le domaine du numérique et de l'innovation économique. Les autres thématiques, donc, qui intéressent moins ces géants du numérique, sont enseignées dans l'enseignement supérieur public. Là aussi, on passe par des plateformes, le foisonnement d'outils qu'avait évoqué Mélanie, d'outils numériques pédagogiques, est central dans l'enseignement. Et ces plateformes, côté enseignement aussi, captent les données personnelles et les données d'apprentissage, notamment pour alimenter un learning management system qui devient incontournable pour orienter les étudiants dans leur parcours pédagogique. Donc on voit dans ce scénario que le numérique, sous toutes sortes de formes, intelligence artificielle, plateforme, scoring, big data, joue un rôle prépondérant. Pour le deuxième scénario, qui est intitulé « L'ESR et le numérique pour la préservation de la planète », alors là aussi, notre moteur, il a été au niveau du contexte, donc la première ligne, et on s'est situé au niveau mondial, où on a postulé une urgence environnementale. Et puis un deuxième élément important qui a été moteur dans le scénario, c'est une puissance publique forte, capable de planifier les choses. Alors, dans ce scénario, on a donc une urgence environnementale qui a pris des proportions telles que des politiques, et notamment au niveau européen, des politiques environnementales fortes ont été mises en place. De plus, au niveau européen, l'Europe a réussi à acquérir sa souveraineté économique en construisant ses propres outils et infrastructures et en développant ses propres usages pour être indépendant sur le numérique. Et donc, on missionne, c'est un système top-down, on missionne l'enseignement supérieur et la recherche pour développer des solutions face à ces grands défis qui concernent la planète. Alors, ce sont surtout des défis environnementaux, mais la question de la santé et des biens communs joue un rôle aussi dans la préservation de la planète et dans ces questions environnementales. Donc ce sont ça les thématiques qui concernent l'enseignement supérieur et la recherche.
Comme c'est devenu prioritaire, l'enseignement supérieur et la recherche est très bien doté financièrement et le statut des enseignants et des chercheurs est valorisé. Au niveau de l'enseignement, donc, on est sur des thématiques, sur des problématiques internationales pour la préservation de la planète, ce qui favorise la formation de classes internationales qui vont être hybrides, c'est-à-dire partiellement en ligne et partiellement en présentiel, sur des thématiques communes. Et côté recherche, la science ouverte va avoir un rôle très important, puisqu'il faut partager donc des données massives qui proviennent de la planète tout entière, provenant de bases de données très diversifiées. Et on a besoin de la contribution d'une grande diversité d'acteurs aussi. Donc on a un crowdsourcing massif, je ne sais pas si vous connaissez crowdsourcing, la contribution donc, des non-scientifiques, en tout cas aux données et aux informations pour la science. Donc on a une science ouverte qui bénéficie prioritairement l'enseignement supérieur et la recherche. Alors que dans le scénario précédent, on pouvait avoir aussi une science ouverte, mais la puissance des géants numériques faisait que c'était eux qui étaient plus à même de faire la meilleure utilisation de ces données partagées, de cette science ouverte. Alors juste un autre mot sur cet enseignement qui est international. On a donc des enseignants et des étudiants qui sont très mobiles et qui évoluent dans un environnement linguistique qui serait plutôt soit en anglais, soit qui passerait par la traduction automatique. Et les diplômes européens deviendraient plus importants que les diplômes nationaux. Alors, le scénario 3 est un petit peu d'une autre nature, en tout cas le point de départ. Alors là aussi, donc en fait, c'est un élément du contexte qui a été notre point de départ. Alors, l'hypothèse s'appelle « Nouvelle renaissance des communautés avec capitalisme de proximité ». L'élément important qui a été moteur pour nous là, c'est que ce sont des communautés de la société civile, marchande et non marchande, qui se sont emparés du numérique, qui ont développé leurs propres usages et leurs propres outils. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Et puis, on a des politiques européennes fortes, que je vais vous décrire dans la diapo suivante. Donc, dans ce contexte, le contexte au niveau politique, ce sont des politiques européennes fortes pour favoriser le développement des territoires. Et donc l'enseignement supérieur et la recherche participent aussi à ce développement des territoires. On obtient des centres dans les territoires qui mêlent enseignement supérieur et recherche, et donc l'intégration, qui est déjà en cours, on l'a dit, mais là elle devient totale entre les deux, favorisée par cette proximité et puis favorisée par les outils numériques. Ces centres, l'enseignement supérieur et la recherche, les enseignants et chercheurs dans ces centres créent des alliances avec la société civile et avec les entreprises du territoire. Elles s'alimentent d'un foisonnement de données par des capteurs et par des objets connectés qui sont dans le territoire. Et tout ça favorise, tout ça crée un écosystème numérique territorialisé. Dans ce schéma, les sciences participatives sont donc le mode habituel utilisé par la recherche, que ce soit donc le crowdsourcing que j'avais expliqué un peu plus tôt, mais aussi pour participer aux décisions et aux orientations de la recherche et de l'enseignement supérieur. Côté enseignement, on a donc, c'est comme pour la recherche en fait, on a un enseignement qui est orienté sur ce qui est pertinent, ce qui est sélectionné par les acteurs du territoire pour le territoire.
ces enseignements sont co-construits à partir de contenus et d'outils pédagogiques avec les étudiants. Alors jusqu'ici, j'ai décrit beaucoup ce qui se passait dans les territoires, mais je ne vais pas donner l'impression que ces systèmes territoriaux sont refermés sur eux-mêmes. Grâce au numérique notamment, il y a une mise en réseau mondiale et donc un travail qui est fait avec d'autres territoires au niveau mondial et des collaborations avec d'autres territoires, que ce soit pour l'enseignement supérieur ou la recherche. Pour favoriser donc la participation de tous à cet écosystème numérique territorialisé, on a mis en place, pas seulement par les outils, mais aussi par l'apprentissage, un usage du numérique pour tous. Alors, le quatrième scénario est aussi un petit peu d'une autre nature. Et lui aussi commence donc par un élément de contexte qu'on a nommé frugalité numérique subie. En fait, on s'est penché sur la question de la durabilité du numérique lui-même. On a ajouté à cette idée-là l'idée d'une puissance publique forte. Donc le contexte vient en deux temps. On a un premier temps de croissance de l'utilisation du numérique qui va déboucher sur des limites à cause de la consommation énergétique. Alors une petite parenthèse, j'ai vu que l'ADEME montre qu'en France aujourd'hui, l'utilisation du numérique représente 10% de l'électricité consommée et que c'est en croissance très très importante. Donc il y a d'une part la consommation énergétique du numérique et d'autre part la consommation du numérique, des terres rares et des métaux rares pour la fabrication du numérique. Et donc on arrive à un point de rupture, on arrive à un point de choc entre la transition numérique et la transition écologique. Donc, face à ce moment de rupture, les pouvoirs publics passent à l'action avec une régulation de l'usage du numérique par le biais d'une taxe databyte. Donc, au-delà d'une certaine utilisation du numérique, on doit payer une taxe. Et il y a un système de contrôle au niveau européen pour mettre en œuvre cette taxe databyte. On missionne l'enseignement supérieur et la recherche sur le développement de pratiques. Alors pour ça, c'est des pratiques pour toute la société, des pratiques qui sont plus économes en ressources numériques, qui auront tendance à être mieux adaptées aux spécificités locales, où les ressources numériques devront être mutualisées et partagées. Donc on doit développer des pratiques numériques qui sont plus efficaces par rapport à leur usage de l'énergie et des ressources pour le numérique. Côté pratique d'enseignement supérieur et de recherche, on a la même chose, c'est-à-dire que l'ESR donne le bon exemple en développant des pratiques de recherche et d'enseignement qui sont elles-mêmes frugales en usage du numérique et donc plus proches du terrain, du laboratoire et de l'expérimentation in situ. Alors, je ne veux pas dire que je ne pense pas avoir donné l'impression qu'on élimine l'usage du numérique. Le numérique apporte beaucoup de choses, mais on transforme la façon d'utiliser le numérique. Et une des choses pour la recherche, c'est de coupler plus étroitement la modélisation et l'expérimentation. Donc pas faire juste de la modélisation de façon cloisonnée, mais de la coupler à l'expérimentation. Et d'avoir recours alors à des opérations numériques
qui sont très gourmandes en ressources, seulement après avoir fait une analyse coût-bénéfice, et si cette analyse montre que ça vaut la peine de s'engager dans de l'intelligence artificielle, dans de la simulation, de la modélisation, on peut quand même le faire, mais il faut faire cette analyse coût-bénéfique. Donc, pour le côté numérique, on développe des usages plus efficaces en termes de consommation des ressources. Donc ça, c'était les 4 scénarios présentés assez rapidement. Ils sont un peu plus détaillés dans le 12 pages qu'on a donné. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ces scénarios veulent dire pour les domaines scientifiques qui traitent de l'agriculture, de l'environnement, de l'alimentation et de la santé animale. Alors, on peut essayer de répondre à cette question en regardant scénario par scénario. Dans le premier scénario, où on a une prédominance du numérique, on a ce qui est prédominant, c'est une temporalité rapide, une accélération des choses qui est associée au numérique. Ce qui nous fait réfléchir au domaine de l'agriculture, de l'environnement, de l'alimentation et de la santé animale, où on a des processus, les processus du vivant, les processus des écosystèmes et de l'observation de ces choses-là qui se font plutôt sur le temps long. Donc on a ici 2 temporalités, alors qui ne sont pas forcément opposées, mais il faut trouver l'adéquation entre ces 2 temporalités. Côté enseignement, on peut penser que dans ces domaines, dans les domaines concernés ici, c'est intéressant de faire de l'apprentissage en situation, mais c'est très coûteux et la simulation pourrait être intéressante pour mettre des étudiants en situation, en virtuel. Dans le scénario 2, donc, on a une production et un usage et un partage de mégadonnées au niveau mondial qui sont pertinentes pour faire face aux défis globaux. Et ça, c'est complètement dans les missions des domaines scientifiques concernés. Pour le monitoring de l'environnement, donc certains outils numériques comme les capteurs numériques qui peuvent faire de l'observation en continu vont nous permettre d'obtenir des connaissances qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. Alors le scénario 3 est très clairement sur ce développement d'un écosystème numérique territorialisé, donc avec une territorialisation de l'ESR, et on voit que dans le cas des domaines concernés, cet ancrage territorial est déjà bien développé et déjà en place. Donc on peut se poser la question de développer, si c'est souhaitable, de développer encore plus cet ancrage territorial. Donc dans le scénario 4, où on a une frugalité numérique qui met en avant l'importance de l'expérimentation, et en particulier de l'expérimentation in situ, eh bien, on se rend compte que dans les domaines concernés, cette expérimentation in situ continue d'être un élément important. Après, on a quelques points qui sont communs à plusieurs scénarios. Il y en a un qui concerne la complexité des objets qu'on étudie dans ces domaines. Il s'agit du vivant, il s'agit des écosystèmes. Mélanie l'avait bien dit tout à l'heure, on est souvent en lien avec une grande diversité d'acteurs hétérogènes. Bon, je ne vais pas détailler, mais tout ça, on peut mettre en avant l'argument que ça crée des objets extrêmement complexes. Et donc, il faut réfléchir à la place du numérique dans cette complexité. Est-ce que ça aide à comprendre la complexité ou pas, ou comment il faut faire? J'ai pas le temps de développer, mais... Et l'autre point, donc, plutôt sur les dimensions humaines, dans les domaines qui nous concernent, les valeurs culturelles, les questions de société, les enjeux éthiques, donc qui sont liés au vivant, à l'alimentation et à l'environnement. On sait que ce sont des questions très importantes, on le sait parce qu'il y a souvent des controverses. Il y a d'autres indicateurs. Et donc il faut réfléchir à la place qu'on donne et comment on gère le numérique face à ces dimensions humaines. Voilà, donc c'était un aperçu des scénarios. Alors après la discussion, donc, on aura un zoom sur les pratiques de recherche et d'enseignement supérieur par rapport aux enjeux pour
les établissements qui nous concernent. Et maintenant, on a un temps relativement long pour des questions et de la discussion. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée et très claire de la prospective. Donc on est parti pour une séquence de 20 minutes de questions spécifiquement sur les scénarios et peut-être aussi s'il y a des questions encore sur les méthodes pour élaborer ces scénarios. Pour lancer la discussion, je me permets de poser une première question. C'est dans la question de la frugalité subie du numérique. Est-ce qu'on a une idée de l'importance relative du numérique lié à l'enseignement supérieur et à la recherche par rapport au numérique, au service, je ne sais pas, de la santé, de l'e-commerce, des transports et tout ça? Et est-ce qu'il n'y a pas une possibilité aussi de faire une priorisation du numérique pour l'éducation et pour la recherche par rapport à d'autres usages? Donc là, on a eu l'impression dans votre présentation que c'était l'ensemble du numérique qui était concerné. Et quelle est l'importance relative dans les 10% par exemple de consommation électrique en France, quelle est l'importance du numérique enseignement supérieur recherche par rapport à d'autres usages? Si les données existent, peut-être qu'elles n'existent pas. On n'a pas de réponse quantitative, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a une réponse qualitative ? On peut peut-être donner un premier élément de discussion, c'est que dans la consommation, alors il y a plusieurs éléments de réponse. D'une part, le fait que dans la consommation énergétique qui est liée au numérique, une grande part est liée aux données, aux infrastructures de données. Donc c'est un élément, c'est-à-dire si les données deviennent très importantes dans la recherche scientifique, et si l'usage des données devient très important, à un moment donné, la question peut-être du coût énergétique de faire fonctionner des modélisations qui demandent plusieurs jours, plusieurs semaines pour produire des résultats va se poser. Donc ça a un coût, donc il y a une limite du côté du coût. Après, il y a aussi dans l'idée de ce scénario l'idée d'un devoir d'exemplarité de la recherche par rapport à un usage social du numérique qui pourrait être important. Donc voilà, après, c'est sûr que la question de la consommation spécifique et l'usage du numérique dans la consommation énergétique en terres rares spécifique à la recherche et à l'enseignement supérieur, on ne l'a pas chiffré et apparemment ce n'est pas une part majeure de la consommation aujourd'hui. Et en tout cas, ce scénario, il inclut le fait que l'enseignement supérieur et la recherche seraient un peu prioritaires pour ces données numériques. Voilà. Pour répondre à la question, il faut avoir lu que les gamins avec leurs jeux vidéo... Attends, il y a un mot qui arrive. Pour donner une réponse à votre question, il me semble avoir lu que les gamins avec leurs jeux vidéo ont plus de puissance que l'armée américaine, par exemple. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour, François Mariette, je suis en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire à la D2RT Bretagne. J'avais en fait deux questions. Il y a un scénario 1 qui est visiblement donc l'ESR en lien avec les GAFA, et le scénario 2 qui fait référence à le numérique en lien avec l'impact environnemental et l'évolution du changement climatique. Ce scénario 2 termine par la production de beaucoup de données, mais j'ai l'impression que le scénario 2, in fine, quand les données seront produites, il faudra bien les mettre quelque part. Et en fait, je vois beaucoup dans le scénario 1 de data center et ainsi de suite, donc de propriété de la donnée. Ma question, c'est est-ce que le scénario 2 ne va pas conduire au scénario 1 ou comment il s'articule? Ma deuxième question, vous avez fait référence beaucoup à l'aspect territorial. Et en fait, personnellement, je vois pas l'aspect territorial au niveau de la politique publique de la recherche, il est clair. Par contre, le numérique peut... c'est pas parce qu'il y a des communautés territoriales qui se mettent en place que les données sont forcément là. Elles peuvent être très bien hébergées par ailleurs et peuvent décloisonner justement l'aspect territorial. Enfin, je n'ai pas perçu le lien entre territoire et numérique.
Je veux bien répondre à la deuxième sur la territorialité et le numérique. Je crois qu'on a pensé beaucoup, pas tellement au stockage, ok, on peut stocker où on veut, mais on a pensé à l'usage, que l'usage principal de ces données serait dans le territoire. Et ça apporte une spécificité à cette forme d'usage du numérique. Quant à la première question qui était sur le fait que le scénario 2, finalement, comme il allait y avoir beaucoup de données, ça allait conduire au scénario 1, c'est pas comme ça qu'on l'avait envisagé. Dans le scénario 2, il y a un État très fort et qui arrive à réglementer et qui arrive à contrecarrer les GAFAM. Et donc, on évite d'arriver à une société ultralibérale de la consommation de données. C'est une question qui se pose aujourd'hui, quoi, face à la puissance économique et politique des GAFAM. Quelle est la puissance des États? C'est une question ouverte aujourd'hui, je crois. Et sur cette question, je pense que c'est aussi une question de levier, c'est-à-dire dans le scénario 2, l'État a la main en fait, alors que dans le scénario 1, en termes d'organisation, ça échappe un peu aux institutions et à l'État et finalement, il faut suivre le mouvement qui est imposé par les GAFAM. En termes de moyens, oui, il y aura des centres de données, à la limite qu'ils soient opérés par des États ou par les GAFAM, c'est pas tant la question, mais le fait de pouvoir piloter, ça c'est vraiment ça la différence, je pense. Alors, on a des questions qui ont été posées, si vous souhaitez répondre à l'une d'entre elles. Je proposerais bien de répondre à celle sur la question sur le rythme de développement des différentes évolutions prévues dans les scénarios. C'est à quelle vitesse? Bon, l'horizon, c'est 2040, que vous étiez donné. Et comment voyez-vous la vitesse d'évolution de ces processus? On a l'impression d'une accélération des choses dans le cadre du numérique, mais est-ce qu'on peut avoir une idée un peu temporelle de comment ça peut se mettre en place? C'est la question qui est là. C'est celle-là. Alors, tous les trois premiers scénarios, ils se basent sur des tendances en cours, c'est-à-dire que le poids croissant des GAFAM et des BATX dans la gestion des données, dans le traitement des données, dans les réseaux sociaux, il est déjà visible, et donc c'est des choses qui sont en place. Donc disons, il y a des tendances qui sont là. Après, le basculement que décrit le scénario, il a clairement pas eu lieu. Ce qui est décrit dans le troisième scénario, la territorialisation et le numérique pour la territorialisation, pour créer ces écosystèmes et ces relations plus fortes entre recherche et acteurs du territoire, que ce soit de la société civile ou des entreprises. Ça, c'est des choses qui sont aussi en cours, en fait, des dynamiques qui sont aussi en cours. Le scénario qui est plutôt centré sur les biens publics et la préservation de la planète, qui est le scénario 2, là il y a quand même des grands projets européens, des actions qui sont de réflexion, que ce soit sur les enjeux environnementaux, climatiques, qui sont déjà en place. Après, ça prend pas la dimension qui est portée dans le scénario 2. Et puis le scénario 4, là par contre on est dans une rupture qui est certainement peut-être quelque chose qui est envisagé à plus long terme, donc 2040 peut-être il faut l'envisager il faut l'envisager à cet horizon. Après, c'est pas une rupture qui se pose de manière immédiate, mais la croissance de l'usage des ressources énergétiques et en métaux rares nécessite de se poser la question. Donc voilà, en gros, on a des choses qui sont déjà en cours, et puis on a des choses qui sont quand même envisagées, disons, en moyen terme. D'accord, donc Benoît Van der Est, donc enseignant-chercheur à l'ENSAT à Toulouse. En fait, dans les scénarios 2 et 4, j'étais frappé donc à la fois par le fait que dans ces deux scénarios, il y a quand même une rupture, l'une amenée par l'urgence écologique,
L'autre, qui n'est pas vraiment de l'urgence écologique, mais un petit peu amené par la surutilisation de données. Et ces deux ruptures donc, renvoient quand même un petit peu, quelque part, à une idée d'effondrement. Et ce qui m'interpelle un petit peu dans cette idée, c'est que finalement, dans ces deux scénarios, vous postulez qu'on va vers un accroissement de la puissance publique et un accroissement des effets. Or, dans une thèse collapsologique, c'est un petit peu l'inverse. On passe au moins transitoirement par un affaiblissement de l'État, ne serait-ce parce que la société arrive à certaines limites de soutenabilité. Est-ce qu'il y a moyen de justement voir comment finalement on arrive, malgré cette urgence, à s'affranchir finalement d'un scénario qui tablerait sur un affaiblissement des États? Je ne réponds pas à toute la question, mais à un élément de réponse, et vous compléterez. Mais je me souviens que quand on a commencé à réfléchir au scénario 4, avec le 3 et le 4, on était sur l'idée donc de communauté qui serait porteuse d'usage du numérique. Et finalement, on n'arrivait pas à aller très très loin parce que souvent ça faisait un petit peu retour à l'âge de pierre. On voyait pas comment ça pouvait être. Enfin, c'était pas. Il n'y avait pas de force suffisante pour porter le changement. Et donc, si c'était pas les géants du numérique, c'était la puissance publique. Mais bon, c'est que une réponse partielle. On a une autre question. Non, juste pour compléter sur la place de l'État et la place, par exemple, des régions, des métropoles et de l'Union européenne dans les différents scénarios est à chaque fois différente. Par exemple, dans le scénario 2, qui est basé donc sur cette idée de préservation de la planète, on replace la recherche dans une échelle européenne avec des politiques européennes fortes qui permettent de développer des centres en réseau à l'échelle européenne qui permettent de se positionner sur un échelon mondial de réflexion sur des enjeux climatiques globaux tout en essayant de développer des systèmes d'adaptation. Après, le scénario 3, par exemple, est plus à des échelles territoriales. Donc là, on est plus à l'échelle de régions, de métropoles, avec un État qui reste présent. Et dans le scénario 4, on n'a pas réellement une thèse on n'a pas un scénario d'effondrement. C'est un scénario où on anticipe et quand même face à cette rupture qui risque d'advenir sur l'énergie et sur les ressources rares, on met en place des nouvelles mesures qui permettent de réguler les usages et donc de maintenir certains usages en place en n'allant pas vers cette rupture-là. Ouais, ce scénario 4, pour nous, la réponse, c'est une réponse étatique. Enfin, ça va engendrer une réponse forcément de l'État pour pallier les risques à venir. Et enfin, je pense qu'on n'est pas forcément parti sur un accroissement des moyens publics. C'est juste une question de priorité. Peut-être qu'il y a moins de moyens, mais après, ça dépend où on les met. Ça dépend aussi des pressions extérieures. Le changement climatique peut être une très forte pression, et l'État peut décider, même s'il met moins de deniers, de les mettre plus là et d'être plus incitatif. Je vous propose de répondre encore à une question externe qui était sur le ressenti des enseignants-chercheurs par rapport à la crainte d'ubérisation de leur métier. Est-ce que vous avez eu ce genre de retour? Est-ce que dans vos entretiens, vous avez pu percevoir cette crainte? Ah oui, complètement. Complètement, ils étaient... ils voyaient très bien l'intérêt du numérique, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ils avaient un peu peur de leur devenir. Clairement, ils voyaient ça quand même... beaucoup d'aspects négatifs, d'une certaine manière. Ils avaient peur de la disparition de leur métier tel qu'ils le connaissent à l'heure actuelle. Ils avaient entre autres peur de l'évaluation par les étudiants, qui les amènerait à être démagogues, et à répondre aux attentes des étudiants et non pas à ce qu'eux pensent qu'ils devraient enseigner. Une question dans la salle. Allez-y, comme vous voulez. Bon, Yves Coquet, AgroParisTech. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à combiner les scénarios 2 et 3
dans la mesure où la préservation de l'environnement peut passer par une approche territoriale. En particulier, j'ai en tête les enjeux liés au circuit court, à la relocalisation de la production à proximité des consommateurs ou des enjeux d'économie circulaire. Alors, pour présenter les scénarios quand c'est la première fois, le plus simple, c'est d'avoir ces contrastes très forts entre les scénarios. Après, différents usages des scénarios peuvent être faits selon les priorités des uns et des autres. S'il y a des combinaisons qui apportent, je ne sais pas, une cible qui est particulièrement souhaitable, bien sûr que ça peut être fait dans un deuxième temps. Mais quand c'est la première fois qu'on le présente à un public, il vaut mieux avoir ces cloisonnements entre les scénarios. C'est juste comment une façon de communiquer en fait. Mais évidemment, et puis si on réfléchit à la réalité de demain, elle sera un petit peu de chaque scénario et puis un petit peu d'autres choses aussi. Bonjour, docteur en géographie, actuellement chargé de mission au sein d'une structure qui travaille sur les alliances en territoire. Merci beaucoup pour ce travail qui était très intéressant, qui parlait à la fois des outils émergents grâce au numérique, mais aussi le changement de la posture et de mode de production de la recherche. Moi, comme je travaille dans le domaine de la géographie et aussi je pratique en tant qu'à la fois consultante sur la question de développement territorial, je vois beaucoup de recherche-action territorialisée, comme vous avez dit, c'est déjà en cours, de plus en plus d'études. Ce type d'études qui croisent les praticiens et les chercheurs sont produites. Mais par contre, je vois qu'il y a une certaine dispersion d'études. Moi, quand je cherche ce type d'études, il y a plein de modélisations de la transformation de territoire. Et finalement, c'est assez difficile de croiser ces différentes études. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de unifier, trouver un truc commun entre ces différentes études. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensez par rapport à ce type de dispersion des études, d'autant plus qu'on a l'accès facile, plus facile qu'avant aux études, on voit bien cette dispersion. Et du coup, je vais savoir si vous avez quelques idées là-dessus. Merci. Les études, c'est quelles études? J'ai raté un truc. Ça peut être des études produites par les laboratoires, mais par exemple, au Québec, il y a le Centre de recherche sur les innovations sociales qui a modélisé la transformation, enfin le processus de transformation territoriale. En France, il y a une étude qui est en train d'être menée à la fois par l'État et certains territoires qui ont réussi une certaine transformation. Et ces études qui sont produites à la fois par les chercheurs et les praticiens en vue de modélisation du processus. C'est une réponse partielle. C'est comment le numérique donne l'impression qu'on a accès à beaucoup plus d'informations dans le cas de la question à des études, et que donc c'est plus facile d'intégrer et de mettre tout ça ensemble. Mais finalement, le numérique aussi multiplie toutes ces études disponibles. Et enfin, le challenge est toujours là. Je ne sais pas si le numérique finalement fait la différence. Après, il y a des spécificités sur la question auxquelles je ne réponds pas.
Oui, on est un peu démunis face à cette question, mais en fait, c'est la question de la standardisation quoi, des données, en tout cas, pour pouvoir comparer, et ça, c'est un vrai souci. Et puis, vous posiez la question, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de croiser les données? L'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité, peu importe ce que vous voulez faire en croisant vos données. Encore faut-il qu'il y ait une question qui soit adaptée à ce mode de réponse. Parce que croiser les études juste pour croiser les études, ça n'a pas vraiment de sens en fait. On peut rester dans une seule et même discipline, dans une seule étude, utiliser une seule et même étude, ou très proche en tout cas, pour répondre à une question. Le numérique permet cela, il permet du coup de créer de nouvelles connaissances, ça nous donne un autre outil pour créer de la connaissance, mais ce n'est pas parce que cet outil existe qu'il faut forcément l'utiliser. Je vous propose une dernière question. On a beaucoup de questions en ligne qui nous arrivent de tous les côtés, c'est très bien. Et on est obligé de faire des choix. Il y en a une qui me paraissait importante pour les scénarios, parce que vous avez territorialisé les scénarios. Mais en même temps, il peut y avoir des divergences entre différents types de territoires. Comment vous pouvez répondre à ça? Je vais commencer par juste dire que la question est très pertinente. On s'est posé ce genre de questions, on a été très conscient en fait de différents modèles, avec des GAFAM qui proviennent surtout des États-Unis, où c'est un système économique libéral qui permet ça, et l'État peut faire semblant de rien avoir avec, et puis un autre modèle chinois où l'État est fortement derrière ces géants du numérique, et une Europe qui peut-être propose autre chose. Donc juste pour dire qu'on a été conscient de cette question. Après, je ne réponds pas directement à la question, et les collègues peut-être. Peut-être juste de rajouter que dans notre scénario 2, où on a un rôle de l'Europe qui est important, l'Europe est aussi une force structurante dans le numérique et dans la production d'outils numériques pour la recherche. Donc il y a l'idée de bien commun numérique qui se développe à l'échelle européenne dans ce scénario et qui rend possible cette structuration de la recherche et l'enseignement.